Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence FAVA Multi. Le thème d'aujourd'hui, c'est les MAV cérébrales et médulaires, des anomalies cellulaires aux stratégies thérapeutiques futures. Et c'est le docteur Georges Rodèche de l'hôpital Foch qui nous fait le plaisir de présenter ce soir. Je vous laisse la parole, merci. Merci Julie. Ben, écoutez, le plaisir est pour moi surtout. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette session peut-être un petit peu particulière sur les malformations artério-veineuses du cerveau et de la moelle. Tout simplement parce qu'on va essayer de discuter de ces malformations peut-être d'une façon dont vous n'avez pas tout à fait l'habitude, en essayant de se focaliser sur le développement de ces lésions, leur histoire naturelle, et voir alors à ce moment-là ce qu'on peut éventuellement proposer comme stratégie thérapeutique actuelle et future en fonction de ça. Alors, tout d'abord, lorsque l'on parle de malformations artério-veineuses, que ce soit au niveau du cerveau ou au niveau de la moelle, on va distinguer deux types, ce qu'on appellera d'architecture, c'est-à-dire la façon dont la lésion est construite dans sa globalité. Vous allez avoir des lésions de type nidus au niveau du cerveau, ce que je suis en train d'entourer de ma petite flèche ici, donc qui correspondent à une sorte d'entrelacs de vaisseaux anormaux qui sont tendus ou placés entre les artères et les veines de drainage. Cette espèce de conglomérat de vaisseaux est donc ce qu'on appelle le nidus. S'oppose à ce nidus, vous avez des lésions qu'on appellera des fistules artério-veineuses. Et ces fistules artério-veineuses, vous en aurez de deux types. Soit des micro-fistules, qui correspondent donc à des chintes directes entre l'artère et la veine, sans qu'il y ait l'interposition de ce réseau pathologique dont je vous parlais il y a un moment, et qui vont être vascularisées par des artères quasiment de même calibre que les artères normales, et se drainer dans des veines également quasiment du même calibre que des veines normales. Et ça, on appellera ça une micro-fistule. Et vous les opposez aux macro-fistules. Donc cette énorme tache noire ici correspond à une énorme veine dilatée, comme un ballon de baudruche dans lequel on aurait soufflé, et qui va être vascularisée par une artère également de très gros calibre qui va se drainer directement. Vous avez le jet ici à l'intérieur même de cette poche veineuse. Donc malformation artério-veineuse cérébrale, nidus, microfistule, macrofistule. Au niveau de la moelle, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir des nidus interposés entre des artères et des veines, des micro-fistules où vous avez des artères de très petit calibre qui vont donner un tout petit point de chinte à l'intérieur même de la veine qui va être secondairement congestionné, ou alors des macro-fistules caractérisées toujours, comme pour le cerveau, par une ectasie veineuse géante, cette espèce de ballon de baudruche, encore une fois, dans lequel on aura soufflé, qui va se dilater et donner lieu donc à cette macrofistule. Donc vous voyez que d'ores et déjà, au plan vasculaire, les malformations se ressemblent, macrofistule, microfistule ou nidus, que ce soit au niveau du cerveau ou de la moelle. Mais on ne peut pas rester sur ce concept très basique. Il faut qu'on aille un peu plus loin et il faut dépasser le fait qu'on considère que le système nerveux central est simplement séparé entre le cerveau et la moelle. Parce qu'il faut aller beaucoup plus en avant et réfléchir en termes d'évolution de ces organes, à la fois le cerveau et à la fois la moelle, parce que c'est là, justement, dans ces concepts d'évolution, que l'on va tirer les renseignements les plus importants sur les relations que le cerveau va avoir avec la vascularisation. Je vais vous expliquer ça dans un moment. De la même façon, on a tendance à séparer le cerveau en différents lobes. Vous avez un lobe frontal, un lobe pariétal, un lobe occipital, un lobe temporal et à la face interne, le lobe limbique. Ça, c'est à la face externe. Chaque face externe a sa répercussion à la face interne et à la face interne, vous trouverez le lobe limbique. De même, la moelle, on a tendance à la subdiviser simplement en trois parties. Une région cervicale, une région thoracique, une région lombaire. Et tout ceci étant grosso modo et grossièrement plutôt délimité en fonction de l'espace anatomique en regard du rachis, en regard de la colonne vertébrale, où se situe sa moelle, où se projette cette moelle.
Mais tout ça reste beaucoup trop succinct et demande des raffinements anatomiques beaucoup plus importants. Et pour comprendre ça, je vous propose de faire un retour en arrière, ça va être Jurassic Park un petit peu, sur l'évolution embryonnaire de la malformation de la moelle épinière dans un premier temps. Alors, embryologiquement, la moelle chez le vertébré, c'est-à-dire chez l'homme et chez toutes les structures qui vont avoir des vertèbres, va être organisée selon 3 axes de développement. Des axes antéro-postérieurs, un axe dorso-ventral et un axe médio-latéral. Et finalement, la structuration de ces axes va être régulée par des signaux biologiques qui vont intervenir entre les différents groupes de cellules. Alors, je vous cite simplement, par exemple, que le développement antéro-postérieur va être sous l'influence de ces facteurs intersignaux, tandis que l'axe dorso-ventral va être sous la dépendance d'autres facteurs, et l'axe médio-latéral va être également sous l'influence d'un autre facteur, peu importe le nom. Simplement pour vous montrer que c'est la combinaison de ces différents facteurs qui va construire cet axe, cet organe extrêmement sophistiqué qui est la moelle épinière elle-même. Et donc tout ça se fait également au cours d'évolution, ce qu'on appellera phylogénétique, c'est-à-dire au cours de l'évolution de l'espèce ou des espèces. Il va y avoir tout un tas d'innovations qui sont, 30 secondes, je suis en réunion, je te rappelle, qui sont ces évolutions, donc au cours de l'évolution des espèces, tout cela va aboutir à des innovations petit à petit, comme des couches qui vont se surajouter les unes aux autres pour aboutir chez les vertébrés à une nouvelle morphologie qui va être donc basée sur ces développements génétiques et développementaux. Donc, pour faire les choses très simples, encore une fois, embryologiquement, cette espèce de tuyau qui représente la moelle, il va se développer selon différents axes, antéro-postérieur, dorso-ventral, médio-latéral, chacun sous influence d'un certain groupe de facteurs biologiques qui va finalement créer, au fil des évolutions, la moelle que l'on connaît actuellement. Et tout ça va commencer, si on se base maintenant chez l'être humain, tout ça va commencer très tôt, au cours de la vie embryonnaire, puisque ce sont les neurones de la moelle qui sont en développement et qui vont donner finalement, qui vont dicter le comportement, ce qu'on appellera angiogénique, c'est-à-dire de création des vaisseaux, au niveau de la surface de la moelle elle-même. En d'autres termes, et pour simplifier, c'est le neurone qui va dicter la disposition du vaisseau. Et tout ça se fait à partir de veines intersegmentaires, de différentes veines, ce qui montre bien que la vascularisation de la moelle commence à partir des veines, elles-mêmes créées ou développées par tout un tas de facteurs biologiques également qui vont être induits par les neurones médulaires. Donc, premier corollaire de tout ça, la malformation artéro-veineuse, ou le vaisseau plutôt, va être dépendant initialement du neurone autour duquel le vaisseau va se développer. Vous avez ici sur ces schémas, et on reviendra dessus dans un moment, ce qu'on appellera la cytoarchitecture de la moelle, c'est-à-dire que la dispo de l'architecture, donc la façon dont la moelle est construite, et vous voyez qu'en fonction du niveau médulaire, la disposition des neurones n'est pas la même en fonction du segment médulaire dans lequel on se retrouve. Et là aussi, projetons-nous un petit peu en arrière. La structuration de la moelle se fait de façon dorso-ventrale, initialement sous l'influence de différents gradients, de différents niveaux de protéines qui vont aboutir à la morphogénèse, donc à la création de la moelle. Vous voyez
biologiquement à quel point les choses commencent. Il va y avoir secondairement, autour de ce qu'on appelle la couche ventriculaire, la couche ventriculaire germinale, la création de 11 différents domaines qui vont être sous l'influence de différents facteurs biologiques. Chacun de ces domaines est sous l'influence de certains facteurs biologiques, ces certains facteurs biologiques étant eux-mêmes secondairement sous l'influence de neurotransmetteurs particuliers. Il va y avoir au fil du temps, au fil de la croissance embryonnaire, une migration à l'intérieur même de la moelle de chacun de ces territoires. Chacun de ces territoires influencé par certains gènes, influencé par certains neurotransmetteurs. Et vous comprenez donc en postnatal, quand chacun de ces neurones a trouvé sa place, il va y avoir au sein même de la moelle des facteurs biologiques différents qui vont interagir avec le tissu nerveux et donc également avec la vascularisation qui va se développer à l'intérieur même de ces différentes zones. En d'autres termes, une lésion qui va être développée dans une certaine zone va être sous l'influence de facteurs biologiques qui peuvent être différents d'une lésion qui va se développer dans une autre zone. Vous voyez déjà à quel point on commence à raffiner à ce moment-là ce qu'on appelle la géotropicité, c'est-à-dire l'organisation cellulaire de la moelle elle-même. Et si on continue, eh bien, on se rend compte que la migration cellulaire de ces différents groupes de cellules neuronales, et qui vont être donc des neuroblastes, des glioblastes, tout un tas de cellules qui vont aboutir donc à la constitution de la moelle elle-même, tout ça va suivre également des routes de migration. Comme chez les animaux en Afrique, il y a des grandes migrations, il va y avoir des grandes migrations là aussi au niveau cellulaire. La première migration va être radiale, tandis que l'autre migration plus tardive va être surtout dorso-ventrale. Mais ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir au niveau de médulaire exactement le même type de disposition. Des vaisseaux radiaux et des vaisseaux dorso-ventraux. Et vous voyez bien à quel point, à ce moment-là, le neurone va induire complètement la formation et l'organisation vasculaire à l'intérieur même de la moelle elle-même. Le vaisseau est sous la dépendance du neurone. Alors, ce que je appelais tout à l'heure comme cytoarchitecture, c'est-à-dire la disposition architecturale des cellules nerveuses à l'intérieur même de la moelle. Ça, c'est quelque chose qui est connu depuis le 19e siècle. Quand vous retrouvez les anciens tableaux anatomiques, vous voyez très bien que déjà Louis, en 1865, dessinait sur ses planches anatomiques des différentes zones au niveau desquelles les neurones étaient localisés et placés de façon totalement différentes les unes par rapport aux autres. Et ça a été confirmé, ou c'est confirmé dans les atlas tout à fait récents. D'accord ? Vous avez ça en 2013, ce bouquin passionnant, qui vous montre justement que entre le niveau cervical haut, le niveau thoracique moyen ou le niveau sacré ou lombaire bas, eh bien vous voyez bien que l'organisation cellulaire est tout à fait différente. Et ça, vous le retrouvez également sur l'angioarchitecture de la moelle. Au niveau cervical, les vaisseaux ne sont pas les mêmes qu'au niveau lombaire. Donc là aussi, vous avez la confirmation que la cytoarchitecture induit une angioarchitecture, ce qui révèle bien, encore une fois, le rapport étroit qu'il va y avoir entre le vaisseau et le tissu nerveux environnant. Et si vous rappelez que le tissu nerveux environnant va avoir, dans certaines de ses localisations, des facteurs de neurotransmetteurs, des facteurs génétiques différents, vous vous rendez bien compte à quel point la biologie va déjà être influençable ou va influencer la disposition vasculaire et éventuellement, justement, ces différents types de malformations artério-veineuses. Donc la première question, lorsqu'on s'intéresse aux malformations artério-veineuses de la moelle, c'est de se poser justement, est-ce que ces variations cytoarchitectoniques
vont influencer les différents types de lésions artério-veineuses que l'on peut rencontrer au niveau de la moelle. Alors, il y a plusieurs classifications qui existent ou plusieurs façons de regarder justement ces malformations. La plus importante ou la plus citée habituellement, c'est celle d'un groupe américain, très grosse expérience chirurgicale, qui a défini donc divers groupes et sous-groupes de malformations, mais on n'est pas du tout d'accord, nous, avec cette classification, qui est peut-être très jolie au plan de l'iconographie, mais qui ne correspond pas à la réalité. Je vais passer très rapidement là-dessus, parce que chacun des types qui sont décrits, en fait, lorsque l'on les analyse très objectivement, ne correspond pas véritablement à ce que l'on peut voir dans les données les plus précises de ces situations. Donc, on a, nous, revu, grâce à un fellow japonais qui a passé chez nous pendant 1 an, les 210 premières malformations vasculaires de la moelle qu'on a dans notre base de données. On en a un peu plus depuis, mais ces 210 premières nous ont permis d'analyser très précisément l'architecture de ces malformations. Et donc, on est donc encore une fois sur des lésions qui sont de type nidus et de type fistule. On reste basique sur les macrofistules, qui sont donc encore une fois des artères de gros calibre qui se drainent d'emblée dans des grosses poches veineuses. Ces lésions, elles sont toujours à la surface de la moelle. Elles peuvent être à la face antérieure, à la face postérieure ou sur la face latérale. Et ces macrofistules, elles sont liées à un contexte génétique. Le rendu ossellaire, les mutations RASA1 ou les mutations RASA2 et PHPA4. Vous opposez à ces macrofistules, et dès que vous voyez ces lésions, vous devez penser en termes de génétique, associées à ces macrofistules, vous pouvez trouver des microfistules. Elles sont toujours superficielles aussi. Vous pouvez les trouver à la face antérieure, à la face postérieure, à la face latérale. Ce sont des artères modérément dilatées qui se drainent dans des veines dilatées, mais qui ne correspondent pas à ces ectasies veineuses. Et puis, vous allez pouvoir avoir certaines de ces lésions, que ce soit micro ou macro, qui sont enfouies à l'intérieur du sillon ventral de la moelle. La moelle est séparée antérieurement par une sorte de sillon, qui est un creux. À l'intérieur même de ce creux, vous pouvez avoir également ce type de malformation. Et puis les nidus. Et là, on s'est rendu compte, en analysant très précisément, grâce également à des images de micro-anatomie vasculaire, on se rend compte que ces nidus ne sont pas toujours à l'intérieur même de la moelle, comme on le pensait précédemment. Il y en a certains qui peuvent être totalement en dehors de la moelle et qui compriment la moelle. Regardez la moelle, je la dessine ici, vous voyez qu'elle est complètement poussée sur le côté par ce nidus, qui reste strictement extramédulaire. Mais vous pouvez avoir des nidus extramédulaires dont les veines peuvent, entre guillemets, bomber à l'intérieur même de la moelle, mais ça reste des lésions strictement superficielles. Ou alors vous avez des nidus qui sont superficiels, mais qui s'étendent un tout petit peu à l'intérieur de la moelle aussi. Tout ça est peut-être du pinaillage, mais ça va servir en tout cas à définir des stratégies thérapeutiques parce que vous vous rendez bien compte qu'une lésion qui est en dehors de la moelle totalement superficielle se traite, je ne dirais pas plus facilement, mais avec des moindres risques pour le tissu nerveux que si c'est une lésion qui est à l'intérieur même de la moelle ou qui l'envahit. Et puis ce concept de nidus, il faut bien réfléchir à ce que c'est. Je vous ai dit, on a tendance à le considérer comme une sorte de conglomérat de vaisseaux entre les artères et les veines. Puis vous avez ce type d'image ici, à l'angiographie, qui sont initialement définis comme des nidus, parce qu'on a l'impression qu'il y a effectivement beaucoup de vaisseaux mal fichus entre les artères et les veines. Toutefois, grâce aux images modernes que l'on a actuellement, on se rend compte que ces nidus, ou ces pseudo-nidus, correspondent en fait simplement à des microfistules qui vont dilater sur un segment médulaire plusieurs veines et donner donc l'impression qu'on est en face d'un nidus alors qu'on est en face simplement d'une toute petite zone de chaîne qui va congestionner les veines sur un endroit particulier de la moelle. Et là, vous voyez bien, je passe en antérieur avec le microcathéter. Mon microcathéter, l'extrémité, elle est ici. J'ai ici ma microfistule qui va dilater complètement tout le système veineux, puisque je passe même d'antérieur en transmédulaire jusqu'en postérieur.
Ce qui fait que il faut réfléchir précisément, effectivement, à ces différents challenges thérapeutiques qui peuvent être représentés. Donc, une lésion superficielle, comme celle-ci, n'est peut-être pas du tout la même lésion qu'une lésion intramédulaire, non seulement en termes de challenge thérapeutique, mais également peut-être en termes d'histoire naturelle. L'histoire naturelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va devenir si non traitée. Est-ce qu'une lésion superficielle de ce type-là est la même lésion qu'une lésion profonde de ce type-là? Et à quoi correspond d'ailleurs cette lésion profonde exactement? Alors, vous voyez plus on se pose de questions, plus on va rentrer dans des domaines de profondeur et d'interrogation auxquels il va falloir répondre. Parce qu'effectivement, parfois vous vous trouvez devant une lésion de ce type-là où on se dit, bah oui, c'est une énorme lésion de type nidus, intraitable. Mais en fait, si vous vous promenez à l'intérieur même du vaisseau pathologique et vous allez boucher une petite zone de shunt et une petite zone de shunt, eh ben vous aboutissez à ça. C'est-à-dire, on dégonfle complètement tout le réseau pathologique qui existe à l'intérieur de la moelle. Et tout ça correspondait à 2 petites microfistules qui congestionnaient simplement tout le réseau profond médulaire. Même chose ici, vous avez cette lésion qui avait saigné, il y a un faux anévrisme qui correspond au point de saignement. On est obligé d'aller l'emboliser en priorité pour éviter une récidive hémorragique, une petite goutte de glu à l'intérieur même de cette artère. Et puis vous avez tout le résidu autour, d'accord, toute cette composante entre guillemets de nidus. Eh ben là, il suffit, entre guillemets, de rentrer un microcathéter dans une petite zone de shunt, de déposer une goutte de glu, dans une autre petite zone de shunt, de déposer une petite goutte de glu, sans remplir toute la portion malformative, et vous aboutissez à ça. Une toute petite zone de shunt résiduelle, mais qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était initialement. Et tout ça, ça se comprend si vous regardez la microanatomie vasculaire. Je vous montre ici 2 images qui correspondent exclusivement à la microarchitecture des veines de la moelle à l'intérieur même de la moelle. Et vous voyez à quel point il y a une densité de vaisseaux dans cette moelle-là. Donc, les neurones, les fibres passent au travers de tous ces vaisseaux. Donc, si vous avez par exemple une petite lésion localisée à un niveau, vous allez très bien pouvoir avoir une congestion veineuse de toutes les veines de la région qui vont aboutir à ces pseudo-formes complexes, alors qu'initialement l'architecture est très simple. Et puis, pour compléter en plus l'analyse de ces malformations vasculaires, elles peuvent être uniques, donc toutes seules, localisées par exemple à un niveau, comme le A, d'accord. Puis elles peuvent être également multiples, à plusieurs endroits de la moelle, A et B, sur le même segment médulaire, sur le même myélomère. Ce qu'on appelle myélomère, c'est le segment médulaire. D'accord. Vous allez pouvoir avec des lésions multiples, donc sur le même segment, donc monomyélomérique. Vous avez ici une macrofistule prise par cette branche, une macrofistule prise par cette branche-là, et une microfistule prise par la branche postérieure. Donc 2 macrofistules antérieures, une microfistule postérieure, sur le même niveau. Multiples, parce que plusieurs shunts, monomyélomérique. Ou alors vous avez du multiple, mais multimyélomérique. B et C. Une lésion, une moelle normale, une autre lésion. Et tout ça peut encore avoir d'autres dispositions, on va passer très rapidement là-dessus, selon des dispositions embryonnaires, métamériques, qui vont affecter donc sur une même bande de tissu de la peau, de l'os, de la moelle, ou alors sur des répercussions qu'on a appelées nous plus verticales, je n'avais pas d'autre moyen pour le dire, où il y a des relations entre la lésion de la moelle et des membres inférieurs et des membres, ou des membres supérieurs. Ceci, si on va encore un petit peu plus loin et on va raffiner un petit peu les données, je vous ai dit qu'au départ, on considérait la moelle simplement sous 3 segments, cervical, thoracique et lombaire. En fait, on se rend compte, si on analyse très précisément l'embryologie, la cytoarchitecture de la moelle, qu'il faut la considérer en 5 segments, qu'on appellera des segments histogénétiques. Ces segments histogénétiques, ils vont être caractérisés par différents types de neurones qui sont différents les uns des autres. Et donc, on va séparer cette moelle en 5 segments histogénétiques, cervical, brachial, thoracique, crural ou post-crural.
Est-ce que ceci a une importance ou est-ce que c'est uniquement du pinaillage? Eh bien, ça a une importance. Parce que lorsque l'on analyse en fonction de ces différentes unités histogénétiques, le type de malformation qui va se développer à l'intérieur d'elle, vous vous rendez compte que on se rend compte que l'on n'a pas le même type de lésion selon les différentes localisations. En d'autres termes, la localisation, le segment médulaire va faire se développer un certain type de malformation, préférentiellement par rapport à d'autres. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce concept de géotropicité. On n'oubliera pas non plus que ces malformations artéroveineuses médulaires sont des lésions dynamiques qui vont évoluer avec le temps. Vous en avez un exemple ici, cette patiente, les deux images ici à gauche, la même patiente quelques années plus tard. Vous voyez que l'architecture change. Et puis ces lésions, elles peuvent aussi se développer. Elles ne sont pas congénitales, en ce sens qu'elles n'existent pas, elles ne sont pas formées morphologiquement au cours de la vie embryonnaire. Au cours de la vie embryonnaire, c'est un défaut biologique qui va survenir et qui va faire créer la malformation dans un deuxième temps, en postnatal, à différents âges de la vie. Et vous allez avoir un exemple ici. Regardez cette artère qui est tout à fait normale chez ce patient. Et voilà le même patient quelques 10 ans plus tard. Vous voyez que l'artère est toujours là, mais c'est greffé maintenant, cette malformation, en plein milieu de l'artère, en plein milieu de la moelle, qui n'existait pas 10 années précédemment. Et cette même lésion va évoluer au fil du temps en développant, si vous voulez, le petit anévrisme qui était là au départ, va donner ce gros anévrisme secondairement. Vous voyez à ce moment-là l'interaction. Si je vous montre tout ça, c'est surtout pour préciser l'interaction importante entre la malformation et la moelle et le tissu nerveux autour. Et la même chose va exister au niveau du cerveau. Le cerveau, comme disait le professeur Valavanis, qui est l'ancien chef de service de neuroradiologie à Zurich, très très gros centre, le cerveau n'est pas un organe stable. C'est un organe qui a évolué complètement au cours de la phylogénèse, au cours des différentes espèces. Je vous en montre ici un exemple. Regardez, ne serait-ce que pour prendre simplement le cerveau du poisson, n'est pas le même que le cerveau des amphibiens, n'est pas le même non plus que le cerveau des reptiles, et a fortiori pas celui des mammifères. Donc, ce cerveau du mammifère va évoluer, va émerger à partir de la trame initiale cérébrale qui va exister au cours de l'évolution des espèces. On n'est pas né comme ça, si vous voulez, d'accord? On est la conséquence d'une évolution des espèces. Et notre cerveau, qu'on appellera donc le télencéphale, et donc la formation de ce télencéphale, va inclure non seulement une infiltration sélective des plus anciennes formations cérébrales, regardez ici encore une fois, Scheppers 1948, le poisson, l'amphibien, le reptile, le cerveau du mammifère et le cerveau humain. Donc on va se baser, on va prendre la base comme une trame sur laquelle on va rajouter des couches au cours des millions d'années d'évolution. Donc d'abord en infiltrant les formations initiales et en additionnant, en ajoutant successivement différentes formations à partir des amphibiens, à partir des reptiles, à partir du mammifère et à partir de l'homme. Ces différentes couches de millefeuilles vont finalement aboutir au cerveau humain. Vous en avez un exemple ici, j'aime beaucoup ces images. Vous avez ici le cerveau de l'opossum et là le cerveau de l'humain. Oui, vous avez effectivement un néocortex, je vous expliquerai dans un moment ce que c'est, un hippocampe ici en mauve, ou le cortex olfactif. Mais chez l'homme, ce qui va être plus important, ce n'est pas le cortex olfactif qui va être important chez l'opossum. Donc chez l'homme, cette portion-là va régresser et va devenir une petite zone, alors que nous avons besoin en tant qu'humains plus de néocortex qui va lui, donc au fil du temps, se développer et devenir beaucoup plus important. Vous voyez à quel point il y a cette évolution de l'architecture cérébrale au fil du temps. Alors,
là aussi, le cerveau, il faut le considérer de plusieurs façons, de plusieurs organes successifs. La couche superficielle du cerveau, qu'on appellera le pallium. Le pallium, en latin, ça veut dire manteau. D'accord? Eh bien, cette couche superficielle va finalement couvrir la zone profonde du cerveau qu'on appelle le diencéphale et le tronc cérébral. Et ce cerveau va avoir trois zones, où on le considérait initialement comme trois zones. Un paléopallium. Paléo, c'est vraiment comme la paléontologie, qu'on a perdu Yves Coppens apparemment aujourd'hui. Donc la paléontologie, c'est vraiment le côté le plus ancien du cerveau. Ça va être donc, comme pour l'opossum, on va respirer, c'est ça qui va occurrir chez l'animal, c'est le bulbe olfactif et le cortex adjacent, c'est-à-dire le rhinencéphale. Rhinan, le nez, etc., tout ce qui est ORL, rhinencéphale. Vous allez avoir secondairement, au fil de l'évolution des espèces, un archipallium, vieux et moins vieux que le paléopallium, qui va correspondre à la portion médiane du cerveau et qui va donner secondairement, au cours de l'évolution de l'espèce, l'hippocampe et le système limbique. Alors que le néostriatum, lui, c'est la couche la plus superficielle, qui va envelopper finalement les couches les plus anciennes. Donc on est sur une trame de base d'où va se développer secondairement la couche la plus externe. Et c'est cette extension, ce développement de la couche la plus externe qui va finalement pousser vers l'intérieur du cerveau les zones les plus anciennes, et tout ceci à partir d'une autre zone cérébrale qu'on appelle l'insula. Alors, ça aussi, moi je trouve ça particulièrement fascinant, puisque cette insula, qui va être une structure qui apparaît très tôt au cours de la vie embryonnaire, 6 semaines à peu près, cette insula va être à l'origine du développement de différents noyaux de la région, le claustrum, peu importe le nom, le claustrum et le noyau endopiriforme, et surtout à partir de là, le cortex qui va se développer à partir de cette zone, comme une efflorescence à partir d'un tronc. 3 zones, paléo, archi, néopallium. Maintenant, on peut le raffiner un tout petit peu encore pour compliquer la situation, mais la rendre plus intéressante encore. C'est-à-dire que vous allez avoir un pallium médial qui va donner l'hippocampe, un pallium dorsal et un pallium latéral qui va donner le cortex cérébral, c'est-à-dire la surface. Et puis, un pallium ventral et sous-pallium qui donnent les noyaux gris du cerveau. Donc, vous voyez déjà à quel point, au cours du développement embryonnaire et des espèces, ces différentes structures, ces différentes zones cérébrales vont donner des zones particulières du cerveau adulte. Le cerveau est un organe archéologique. Vous avez compris qu'il vient depuis la nuit des temps. Des centaines de millions d'années, le cerveau est initialement quelque chose de très basique. Avec l'évolution des espèces, des couches se rajoutent, jusqu'à aboutir à ce cortex que vous connaissez maintenant chez l'homme. Mais ce cortex, vous allez le diviser en 16 différentes unités girales. Ce qu'on appelle ces unités girales, c'est un groupe. Vous savez que le cerveau est constitué de creux et de bosses quand vous regardez la surface. Eh bien, dans ces unités girales, vous allez avoir un certain nombre de creux, un certain nombre de bosses, un certain nombre de gyrus et un certain nombre de sillons, la bosse et le creux. 16 unités girales chez l'homme qui vont dériver depuis cette insula. Et là aussi, on le sait depuis 1865, depuis le 19e siècle. Les premiers dessins de Louise vous montraient déjà la séparation à partir de l'insula, la séparation de ces différentes unités, de ces différentes croissances ou excroissances à partir de l'insula, et qui vont construire le cerveau lui-même. Et ça, bien entendu, comme souvent en médecine, c'est oublié. Et puis c'est repris quelques années plus tard, 1948, par Skeppers, qui montre bien là aussi les 16 unités girales qui existent depuis l'avant à l'arrière au niveau du cerveau.
Maintenant, ce que Valavanis a fait avec son collègue Luis Puelles de l'Université de Murcia en Espagne, eh bien, on a tout simplement repris les schémas embryologiques du développement cérébral et calqué dessus les 16 unités histogénétiques qui existent depuis Louis, qui existent depuis Skeppers ou qui ont été décrites depuis le 19e siècle jusqu'à la milieu du 20e. Donc, si vous prenez finalement un cerveau en IRM et vous regardez en coupe sagittale, vous allez être capable de dessiner à partir de l'insula, qui est ceci, les 16 unités histogénétiques, les 16 unités girales, pardon, qui vont se placer à la surface du cerveau. Chacune d'entre elles correspondant à un amas de creux et de bosses, de gyrus et de sillons. Et maintenant, pour rendre la chose encore plus amusante, si vous dessinez un sillon, le sillon entre la partie antérieure de l'insula et la partie postérieure de l'insula, et que vous dessinez ce sillon, l'axe tangentiel de ce sillon va pointer vers le sillon important du cerveau, qui est le sillon central entre la zone motrice et la zone sensitive importante du cerveau. Et ça, tout ce qui est en avant, on va le décrire comme une zone épistriatale, et tout ce qui va être en arrière, vous le décrivez comme une zone épi-hippocampale. Est-ce que ça va avoir une importance ou est-ce que c'est là aussi uniquement du pinaillage et du tirage par les cheveux? Eh bien, revenons un peu à notre anatomie. Vous vous rappelez l'embryologie de la moelle où le neurone attirait le vaisseau avec lui? Eh bien, la même chose existe au niveau du cerveau. Vous allez avoir ici, ça c'est un article très fascinant, vous avez au cours du développement embryonnaire les différentes fibres qui se développent, en vert, en jaune, en rouge. Et vous voyez que ces fibres, elles vont occuper véritablement au niveau du cortex différentes zones. La fibre verte ne va pas intervenir dans le territoire de la fibre jaune. Il y a là aussi une géotropicité extrêmement importante qui se met en place. Et si vous imaginez là aussi que le vaisseau dépend de la cellule ou de l'extension cellulaire neuronale, eh bien vous allez voir qu'il y a différents types de lésions qui vont se disposer en fonction, là aussi, de l'organisation géotropique durant la formation du cerveau lui-même. Et vous allez pouvoir décrire des lésions qui sont extracérébrales, mais dans le sillon, et des lésions qui sont intracérébrales et à l'intérieur même du cerveau. Des lésions sulcales et des lésions girales. La lésion sulcale, elle est extracérébrale, puisqu'elle est dans le sillon lui-même. Donc le risque théorique de traiter une lésion sulcale est moindre, bien entendu, que le risque qui atteint le cerveau lui-même ou qui est enchâssé dans le tissu nerveux lui-même. Et puis, je vous ai parlé de l'épistriatale et de l'épi-hippocampale. Ça va dicter également l'architecture de la malformation. Alors, il y a en profondeur divers sillons que l'on peut dessiner entre ce qu'on appellera le sillon singulaire, le sillon circulaire, le sillon collatéral. Si vous rejoignez tous ces sillons, vous faites un cercle. Tout ce qui est en dehors du cercle, c'est du néopallium. Tout ce qui est en dessous du cercle, c'est du sous-pallium. Donc, groupes cellulaires différents, neurotransmetteurs différents et architecture différente. Si je prends maintenant mon IRM, je redessine mon cercle, sillon singulaire, circulaire, collatéral. Si une lésion se projette en dessous de ce cercle, elle va tirer une vascularisation de branches qui appartiennent à cette portion inférieure, qui appartiennent au sous-pallium. Si c'est épistriatal, ça va être une artère lenticulostriée. Si c'est épi-hippocampal, ça va être des artères choroïdiennes. Donc, on peut prédire déjà là aussi l'architecture en fonction de l'endroit même où la malformation se situe. Et puis là où ça devient encore plus rigolo ou plus intéressant, c'est qu'en fonction de l'unité girale dans laquelle se trouve la malformation,
il va souvent y avoir une architecture qui va être différente. Regardez ici, vous avez ici une lésion néopalliale, corticale, girale, dans l'unité girale numéro 10. Vous avez ici une malformation de type nidus dans l'unité girale numéro 1. Regardez l'arthéographie. Vous voyez bien que l'architecture de la malformation n'est pas la même. Comme si, là aussi, le substrat anatomique du cerveau allait dicter, influencer la façon dont le vaisseau malformatif allait se développer. Et si vous regardez là aussi ce qui se passe en profondeur au niveau du sous-pallium, vous avez là une malformation dans une région anatomique qu'on appelle le claustrum, appartenant au pallium ventral. Et là, vous avez une malformation qui est profonde aussi, mais qui atteint le claustrum, le putamen, et qui va jusqu'en profondeur, quasiment aux confins ventriculaires. Regardez là aussi l'architecture comme elle est différente. D'accord ? Pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien, parce que vous avez aussi des neurotransmetteurs qui sont différents d'un groupe à l'autre. Le glutamate se trouve surtout au niveau du néopallium, le GABA se trouve surtout au niveau de l'archipallium et l'acétylcholine au niveau du paléopallium. D'accord? Donc vous avez l'interaction, c'est là que ça devient vertigineux et de plus en plus fascinant pour nous qui nous intéressons à ces malformations vasculaires, l'interaction qu'il va y avoir entre le cerveau, le vaisseau, la biologie et quelque part peut-être l'histoire naturelle de ces lésions. Donc en résumé, si je prends tout ce que Valavanis, qui a beaucoup réfléchi là-dessus, nous a appris, vous avez donc des divisions du télencéphale, donc du cerveau, qui vont être, ce que je vous ai dit, du sous-pallium, du pallium ventral, du pallium médial et du dorsal pallium, des compartiments phylogénétiques particuliers, des unités histogénétiques particulières, et on reviendra dans ce concept d'unité histogénétique dans un moment, des gènes qui sont tout à fait spécifiques en fonction des différents endroits où tout ça va se trouver, avec des zones épistriatales et des zones hippocampales, et vous avez donc des vascularisations artérielles qui vont dépendre de chacune de ces lésions et de chacun de ces endroits. On peut donc prédire théoriquement, en fonction de la localisation d'une malformation, quelle va être sa vascularisation. Alors, je vous parlais de cette unité histogénétique, dont je vous montrais ici, il y en a 7. Ces unités histogénétiques, il faut considérer que chaque division ou subdivision du télencéphale va être caractérisée par une expression unique de gènes. Et à l'intérieur même de cette unité histogénétique, qui va comprendre quelques unités girales, vous allez avoir des gènes tout à fait particuliers. D'accord ? Vous en voyez un exemple, par exemple, ici. Et ceci va influencer la disposition vasculaire. Donc la question qu'on peut se poser, ce concept d'hôte, qui est un concept qui date des années 80, et qui avait été introduit par Pierre Lajonias et Alex Berenstein, l'un de Paris et l'autre de New York, qui ont beaucoup travaillé ensemble sur ces sujets, et qui décrivaient que la même malformation, au même endroit, dans le cerveau de deux personnes différentes, va avoir des histoires naturelles différentes, bien que ce soit la même lésion au même endroit dans le cerveau. Pourquoi? Parce que chacun va avoir son concept génétique particulier, son gène particulier aussi. Donc tout ça va être complètement dépendant de ce que nous sommes chacun les uns les autres. Ce qui fait que si chaque hôte est unique, finalement chaque malformation est unique. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que la prise en charge thérapeutique peut être décidée de façon unique et générique? Ou est-ce qu'il ne faut pas l'adapter spécifiquement, réfléchir spécifiquement au cas par cas, en fonction du malade que nous avons en face de nous? Alors, cette histoire naturelle, c'est-à-dire le développement, que va devenir une malformation si elle est non traitée?
Alors, il y a plusieurs données dans l'histoire naturelle, d'accord, qui va vous dire qu'un risque hémorragique, par exemple, il va être en 2 à 4 par an. Vous avez tout un tas de données comme ça dans la littérature depuis des années, avec un risque de ressaignement qui va être lié à la présentation hémorragique. Mais il est décrit aussi que l'architecture va avoir des facteurs de risque. Des anévrismes associés, bon ça je veux bien comprendre, l'anévrisme associé à une malformation comme ici, ben, ce sont des facteurs de risque, des points de faiblesse à l'intérieur de la trame vasculaire qui peuvent exploser à un moment et donner lieu à un saignement. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le drainage veineux profond et les localisations profondes et infratentorielles. Ça correspond à quoi? Ben, simplement au fait que nous ne sommes pas dans un territoire cortical, tel encéphalique, mais sous-cortical, avec là aussi une autre biologie, une autre interaction, une autre architecture. Donc peut-être finalement tout ça est la traduction du phénomène biologique que je vous décrivais dans un moment. Il y a un moment, pardon. Quant à cette histoire naturelle, là aussi on sait que le risque est le plus important les premières années après l'hémorragie et qu'après ce risque diminue. Et ça a été prouvé à Toronto et ça a été prouvé à Helsinki. Deux très gros groupes qui sont intéressés aux malformations vasculaires et le devenir post-hémorragique. C'est-à-dire que c'est comme si au bout d'un moment, la malformation se cicatrisait et revenait à un état non traité, non hémorragique, pardon. Je recommence. La lésion se cicatrise et revient au fil du temps, peut-être à un état non hémorragique, stable, tranquille. Donc là aussi, il faut adapter nos décisions de prise en charge en fonction de toutes ces données. En fonction de la moelle, eh ben, c'est la même chose. 4 grosses séries anciennes qui décrivaient qu'à peu près 50% des patients présentant des malformations artéroveineuses médulaires s'aggravaient petit à petit. Euh, Cette aggravation était rythmée par des épisodes hémorragiques aigus chez à peu près 50% de patients, avec des risques importants, effectivement, dans les premières semaines, dans les premiers mois, et puis après, ça se calmait. Mais la progression des symptômes amenait, au niveau de la malformation médulaire, à un état clinique relativement sévère dans un laps de temps de 6 ans en moyenne après le début des symptômes. Et ça a été confirmé par une très grosse série chinoise qui montrait que là aussi, le risque de détérioration était extrêmement important durant la première période après le développement initial, avec justement une évolution secondaire au cours de l'histoire naturelle qui était assez péjorative. Mais on se rend compte là aussi qu'il n'y a pas de relation significative au plan de l'architecture de ces malformations entre l'architecture et le phénomène hémorragique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez des grosses ectasies, ce n'est pas parce que vous avez des fistules artéroveineuses ou des ectasies, même des anévrismes artériels, ce n'est pas ça qui va dicter le risque hémorragique. Certes, les anévrismes qui sont localisés, c'est des points de faiblesse qui peuvent évoluer au fil du temps et qu'il va falloir traiter donc en priorité lorsque l'on considère une malformation artéroveineuse. Mais finalement, cette histoire naturelle, elle n'est pas tellement dépendante de l'architecture, elle va être surtout dépendante, là aussi, encore une fois, d'autres phénomènes qui sont vraisemblablement biologiques et inflammatoires et qui vont créer donc le risque de la rupture elle-même. Alors, si rupture il y a, bon, ben, si on trouve des faux anévrismes, comme ici au niveau cérébral, ça va représenter le point de faiblesse qui a saigné en intraventriculaire chez ce patient, et c'est ça qu'il va falloir traiter en priorité. Mais ça, c'est un traitement à effectuer de façon rapide pour éviter le saignement. Quand vous trouvez un faux anévrisme au niveau de la moelle, bon, on n'a pas besoin de le traiter rapidement dans les jours ou des heures qui suivent parce que ce sont des vaisseaux différents. La moelle existe beaucoup, beaucoup plus longtemps au plan phylogénétique que chez le cerveau, que le cerveau lui-même. Donc l'origine des vaisseaux est différente, la biologie des choses est différente. Là, il faut agir rapidement dans les heures qui suivent ou les 24 heures qui suivent pour éviter un risque d'hémorragique. Ça, au niveau médulaire, nous, on le traite 4 à 6 semaines plus tard. Une fois que l'orage est passé, que le patient s'est amélioré ou stabilisé, et à ce moment-là, on peut intervenir dans des meilleures conditions. Le risque de récidive hémorragique précoce est extrêmement faible. Je crois que sur les 240 patients qu'on a actuellement dans la banque de données, je crois qu'il y en a un qui a saigné quelques heures, ressaigné quelques heures plus tard. Donc vous voyez que là aussi, c'est du système nerveux, mais ce n'est pas le même système nerveux,
Ce n'est pas la même prise en charge que l'on peut considérer. Alors le futur, le futur de ces prises en charge, de ces malformations intervenues du système nerveux central, il doit être influencé par le passé et il faut regarder vers la biologie. Et ça, je trouve ça particulièrement fascinant quand on voit cette lettre de 1913 qui a été écrite par Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, c'est le détenteur du prix Nobel de médecine de 1908, c'est le père de la chimiothérapie. Et Ehrlich écrit en 1913 à Oskar Vogt, qui est un neuroscientifique allemand, qui lui a décrit la disposition cytoarchitectonique du cortex chez l'homme. Et donc ces deux scientifiques s'écrivent et envisagent que les différentes cellules du cerveau et les différentes zones du cerveau peuvent avoir des récepteurs différents et que ceci est en relation avec la génétique. 1913, d'accord, plus de 100 ans. Déjà, deux pionniers qui parlent de cellules, de régions du cerveau, de différents récepteurs et de génétique. Et, c'est là qu'on est vers le futur, il est possible dès lors que l'on considère la neuropharmacologie pour développer des agents super sélectifs qui vont avoir des effets sur ces régions spécifiques cérébrales. Et là, on rentre véritablement dans, à mon sens, le véritable avenir de la prise en charge. On a besoin actuellement, bien entendu, d'embolisation, on a besoin de chirurgie, on a besoin de radiothérapie multifaisceau pour guérir des lésions, mais le véritable futur, il va se trouver là. Alors ça, c'est compliqué, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, c'est simplement par le groupe de Bruxelles qui a beaucoup travaillé sur les malformations vasculaires superficielles et sur la biologie des malformations vasculaires superficielles. Ils se sont rendus compte et ils nous ont appris qu'il y a différentes voies de signalisation pathologique qui peuvent donner lieu à des malformations vasculaires. Et donc, en agissant spécifiquement avec des médicaments particuliers sur certaines de ces zones, sur certaines de ces chaînes qui vont aboutir à des dysfonctionnements et créer la malformation, on peut espérer, on peut aboutir à la régression, la stabilisation, voire la disparition de certaines de ces malformations. Il faut bien considérer, j'espère grâce à tout ce que je vous ai raconté, que nous traitons actuellement mécaniquement, de façon utile, mais mécaniquement des maladies qui sont initialement biologiques, induites par la génétique, les neurotransmetteurs, le neurone, et tout ça vraiment au niveau microcellulaire. Et si on trouve effectivement la clé pour contrecarrer la filière anormale biologique qui crée la malformation, qui l'entretient ou qui l'a créée, on peut aboutir à des guérisons. Et ça, c'est l'exemple le plus frappant. Vous avez ici le cas de ce garçon de 15 ans. Ce garçon de 15 ans qui présente une malformation de la moelle qui associe le syndrome de Cobb, c'est-à-dire une association sur le métamère entre l'os et la moelle elle-même. Ils ont fait une biopsie de peau parce que la peau était atteinte aussi. Ils ont vu quel était le type de mutation particulière qui était inclus. On traite par un médicament qui va agir spécifiquement sur cette mutation, sur cette chaîne anormale. Et quelques années plus tard, l'ensemble de la lésion disparaît. On est actuellement au balbutiement de ça. Mais je suis personnellement persuadé que dans les années à venir, ça va être ça, grâce à la compréhension intime de la façon dont la lésion agit avec le cerveau, responsable non seulement des symptômes du patient, mais de l'interaction entre le vaisseau, le cerveau, le vaisseau et la moelle. Quand on aura compris tout ça, on rentrera véritablement dans une nouvelle ère thérapeutique qui nous permettra de prendre en charge de façon complémentaire, plus adaptée peut-être dans certains cas, par rapport à ce qu'on fait actuellement. Encore une fois, on a besoin de nos jours d'embolisation, de chirurgie, de radiothérapie, mais à ce panel, il va falloir ajouter à un moment la biologie, le médicament, pour pouvoir traiter le plus efficacement ces patients. Merci beaucoup. Merci, Dr Rodèche.
On a déjà reçu une question sur le chat qui est est-ce que cela veut dire qu'une malformation sur un gène précis génère une même malformation vasculaire potentielle géolocalisée, quel que soit l'individu? Alors, le cerveau est partagé en plusieurs zones distinctes. Chaque zone distincte a une disposition vasculaire particulière. Chaque zone vasculaire particulière est soumise à un environnement particulier qui va lui-même dépendre de facteurs biologiques qui lui sont propres et de facteurs génétiques qui lui sont propres. Donc, effectivement, il peut y avoir chez deux individus différents des malformations qui vont avoir des architectures différentes et éventuellement des histoires naturelles différentes, oui. Est-ce que j'ai répondu ainsi à la question? Je pense. Je laisse la personne qui l'a posé compléter si besoin. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous en avez. J'en avais reçu une autre qui était que peut-on espérer en matière d'innovation thérapeutique dans les prochaines années pour les MAV médulaires? Pour les MAV médulaires, eh ben, je vous dis actuellement, la MAV médulaire, elle se traite idéalement de deux façons. Il y a la radiothérapie, ça ne marche pas. On va traiter la malformation soit par chirurgie en fonction de son endroit et de son architecture, et on va traiter la malformation préférentiellement par embolisation. Mais là, on reste dans du mécanique. Lorsque l'on aura compris de façon complémentaire comment se traite, comment se développe et pourquoi se développe la malformation, à ce moment-là, on pourra peut-être agir spécifiquement sur la filière biologique qui a induit la malformation qu'il a créée, et à ce moment-là, soit de la stabiliser pour qu'elle ne cause pas de problème, soit de la faire régresser. À la limite, on s'en fiche qu'il reste un petit quelque chose de vaisseaux anormaux s'il n'y a pas d'effet clinique de ces vaisseaux anormaux. Donc là aussi, on sait que la décompensation, je n'ai pas parlé de ça parce que là, on rentre encore dans d'autres considérations, on sait aussi que les malformations, elles décompensent au plan hémorragique lorsqu'elles deviennent inflammatoires. Donc si on arrive à savoir ou à avoir un traitement qui joue sur le côté anti-inflammatoire de la malformation, à la limite, peu importe que la malformation elle reste en place, à partir du moment où on vous fait avaler un médicament qui stabilise la lésion biologiquement et qui ne vous crée pas de symptômes. Personnellement, moi, j'aurais une malformation et on me dirait, vous faites de l'embolisation, de la radiothérapie ou de la chirurgie qui présente X% de risque d'aggravation et des choses comme ça, versus ben, vous avalez tous les jours une pilule qui vous calme le truc, mais vous gardez votre malformation, mais elle ne vous crée pas de problème. Je pense qu'on est tous en train de se lever comme pour la danette, on dit je fais ça, moi. Il y a une question, là, je vois aussi, qui est apparue dans le chat. On m'a toujours dit que ma MAV était congénitale. La réponse est non. Les MAV ne sont pas congénitales. Il y a deux types de lésions qui sont congénitales et que l'on trouve chez le bébé. C'est-à-dire congénitales, c'est-à-dire qu'elles sont formées durant la vie embryonnaire. Or, on sait aussi que durant la vie embryonnaire, chez le tout petit, va se révéler soit la malformation de l'ampoule de Galien, soit des malformations des sinus duraux. C'est un concept tout à fait particulier. La plupart des lésions se développent après l'âge de 2 ans. Donc, elles sont congénitales, oui et non. Oui, elle est congénitale parce que durant la vie embryonnaire se crée le défaut biologique. Mais le patient va naître normal. C'est après qu'il va développer, au cours d'une deuxième stimulation biologique, la cellule va devenir parlante, en quelque sorte, et va commencer à donner la malformation. Donc oui, elle est congénitale au plan biologique. Non, elle n'est pas congénitale au plan morphologique. Dans quel délai considérez-vous que ces innovations médicamenteuses que vous évoquez seront disponibles? C'est difficile à dire. La médecine galope très vite. Je ne peux pas vous dire dans quel délai, dans les années qui viennent, mais je pense que personnellement, dans les 10 à 15 ans, on devrait assister à des révolutions thérapeutiques extrêmement importantes. En fait, c'est la même chose que quand vous pensez à la tuberculose. Qu'est-ce qu'on faisait au début du siècle avec la tuberculose? Vous aviez une caverne tuberculeuse au niveau du poumon. Bon, vous enlevez le poumon, vous envoyez en sanatorium et débrouillez-vous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Des antibiotiques. Ben, c'est la même chose. Le jour où on a trouvé l'antibiotique qui va jouer sur la malformation pour la stabiliser, on va rentrer dans un nouveau territoire thérapeutique.
On a reçu une autre question sur les MAF cérébrales. Existe-t-il un développement thérapeutique en cours? Car d'après les feedbacks, l'embolisation n'est pas assez efficace. C'est tout à fait vrai. L'embolisation, encore une, alors il faut faire le distinguo entre malformations rompues et malformations non rompues. Il est vrai que les malformations non rompues, il y a des études qui ont montré qu'il ne fallait pas y toucher. Ce sont des études, notamment une qui a été mal construite, pas très bien conduite, sans suivi particulier. Elle est sujette à beaucoup de critiques. Ce qui fait qu'effectivement, cette étude, pour moi, a l'avantage de dire stop. On ne traite pas tout n'importe comment, ce qui est une logique. Mais à l'époque, vous avez une malformation, le risque hémorragique, il est entre 2 et 10% par an, donc il faut vous traiter pour éviter l'hémorragie. Or, actuellement, cette étude-là, qu'on appelle l'étude Aruba, elle nous a montré que le raisonnement qui était tenu pendant des années n'était pas le bon. Donc, pour moi, l'avantage, c'est ça, c'est de ne pas de dire, il ne faut jamais traiter une malformation non rompue, c'est de dire stop, réfléchissez à autre chose. Et le autre chose, c'est là, il faut regarder au-dessus de l'image angiographique et considérer justement la biologie, le machin, le ceci, le cela dont je vous parlais. Et là, vous rentrez dans un autre territoire. Et là, effectivement, l'embolisation, elle garde un intérêt. On peut traiter des malformations non rompues à partir du moment où elles sont compactes, de petite taille, qu'elles ne vont pas envahir tout le parenchyme cérébral. Là, on court à la catastrophe, on le sait. Là aussi, peu importe que ce soit le mode de traitement, vous avez des gens qui sont des très grosses équipes endovasculaires et des équipes chirurgicales peut-être moins intéressées par ces pathologies. Dans d'autres cas, vous avez des très grosses équipes chirurgicales. À la limite, je m'en fous. Ce qui va être important, c'est de traiter correctement le patient. Je vois qu'il y a une question là, merci. Puis-je être déclaré guéri après embolisation au rayon fin 98 et 99, après reformation de ma MAF de 83? Si les derniers contrôles datent effectivement d'il y a 4 ans, oui, je pense qu'on peut considérer que vous êtes guéri. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore parmi les participants. Merci. Bien, j'ai épuisé tout le monde. Enfin voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'étais assez intéressé par ce topo qu'on m'avait demandé. Vous l'avez vu, on m'avait demandé ça pour une conférence au Japon. Et je trouvais intéressant de le partager avec vous parce que ça m'a, moi, ouvert aussi des nouvelles voies de réflexion. Quand on travaille sur un exposé, on est obligé de gratter de la littérature et de plonger dans différentes données auxquelles on n'a pas forcément l'habitude de réfléchir. Et ça m'a ouvert, moi, des voies de réflexion un peu différentes et j'avais peut-être l'outrecuidance ou la prétention de dire que ça pouvait intéresser certains de nos interlocuteurs pour montrer que déjà, les MAV, entre la MAV superficielle, la MAV médulaire et la MAV cérébrale, c'est déjà pas la même chose, même si ça s'appelle MAV. Mais vous comprenez que déjà, entre la MAV du cerveau et la MAV de la moelle, c'est pas la même chose. Et donc, si en plus on va gratter encore plus de façon paranoïaque et délirante, on va se trouver que la MAV du cerveau à tel endroit, c'est pas la MAV du cerveau à un autre endroit. Donc tout ça devient très vertigineux et, à mon avis, extrêmement passionnant, quoi. Je suis assez d'accord avec vous et Nathalie Pigoro nous dit que c'est passionnant également. On a reçu d'autres questions. Un patient avec MAV médulaire au cône terminal embolisé à 13 ans a-t-il plus de risques d'avoir une nouvelle MAV avec les années? C'est pas parce que vous avez une MAV que vous allez en développer d'autres. Ça, on n'a pas vu. On n'a pas vu ça jusqu'à présent au niveau médulaire. Si elle est embolisée, cette MAV médulaire du cône terminal embolisée et guérie à l'âge de 13 ans, si elle est guérie, elle est guérie. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'on a publié deux articles là-dessus. C'est que ce qu'on a vu, c'est qu'il a pu y avoir, notamment au niveau du cône terminal, et en fonction du drainage veineux du cône terminal, le développement d'une autre lésion qui n'était pas au niveau de la moelle, mais en dehors de la moelle.
Alors là, c'est un peu compliqué, il faut que je rentre un peu dans les détails, c'est-à-dire la MAF du cône terminal se draine vers le bas. Elle se draine dans ce qu'on appelle un plexus épidural, qui est en dehors du rachis, qui va drainer théoriquement tout le sang veineux de la moelle. À partir du moment où vous avez cette congestion veineuse qui se passe vers le bas, après traitement, vous allez avoir une thrombose de ces veines, la thrombose de cette portion du plexus épidural, et donc cette thrombose va induire la formation de nouveaux petits vaisseaux qui vont créer un shunt, une malformation en dehors de la moelle, qui va réutiliser les veines de la moelle. Donc ça, c'est rare, mais on en a vu 5 ou 6 ou 6 ou 7 cas. Mais autrement, sur la moelle elle-même, si c'est guéri, normalement, c'est fini. Mais il faut les contrôler. Une autre question qu'on a reçue, c'est j'ai un taux de risque de saignement de 2% par an. Comment le calculer pour les années à venir? C'est-à-dire, est-ce que dans 10 ans, ce sera 10% et ce calcul débute-t-il juste après la découverte de la MAV? Non, alors c'est pas après, c'est au moment de la découverte de la MAF. C'est pas parce que vous avez par exemple 20 ans que votre risque de 10% ou de 2% est déjà de 20%. Ou de 40%. Si on vous dit 2% par an, c'est théoriquement un risque cumulatif, effectivement. Donc 1 an, 2%, 2 ans, 4%, 3 ans, 6%, etc. Mais tout ça est de la statistique, quoi, également. Donc on est obligé de donner à peu près un panel de risques, mais voilà, quoi. Et une dernière question. Est-ce que le G sera-t-il toujours non normalisé lorsqu'on a une MAF traitée par... Par radiochirurgie, oui, je vois la question. Tout va dépendre d'où vient l'épilepsie. Est-ce qu'elle est liée à la malformation elle-même sans qu'il y ait un dégât cérébral lié à une cicatrice hémorragique ou à une gliose? À ce moment-là, si c'est la MAV uniquement, une fois que la MAV est guérie, les LG se normalisent. Mais il peut y avoir des cas, effectivement, où du fait de la cicatrice cérébrale autour de la MAV, où la crise peuvent persister. Donc là aussi, c'est avec les neurologues qu'on travaille pour savoir justement si le traitement doit être maintenu ou stoppé ou réduit au bout d'un moment. Y a-t-il un lien entre hydrocéphalie et MAV médulaire? Non, non, sauf si la seule chose que l'on pourrait imaginer, c'est si c'est une MAV médulaire de la région cervicale avec une énorme ectasie veineuse qui va bloquer les voies d'écoulement du liquide céphalorachidien. Mais ça, c'est vraiment très, très tiré par les cheveux. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est des malformations artéroveineuses médulaires qui vont donner des kystes liquidiens au niveau de la moelle par la congestion veineuse qu'elles vont occasionner, ce qu'on appelait un effet garrot. La moelle se draine pas bien avec le liquide et donc il va y avoir une accumulation de liquide au-dessus de la malformation et à ce moment-là un kyste qui va venir, mais c'est pas une hydrocéphalie. Merci beaucoup, docteur Rodège, pour vos réponses aux questions et C'est moi qui vous remercie. qui étaient passionnants vraiment. Donc, la conférence sera disponible en replay si vous souhaitez la revoir. Et bonne soirée, du coup. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon été, merci encore. À très bientôt. Au revoir.